Merci, bonsoir à tous. Je me permets de me lever parce que mes premiers mots sont pour Jean Lefebvre et pour le remercier chaleureusement de nous avoir accueillis dans son université. Ça n'est pas si fréquent d'avoir des instances comme la sienne. Grâce à lui, donc, nous allons pouvoir nous exprimer et peut-être pour moi commencer une carrière de gourou. Et pour introduire ce sujet concernant les sectes, je dirais que c'est un sujet souvent très médiatique qui vient sur le devant de la scène, mais c'est aussi un sujet d'une étonnante banalité. Il vient sur le devant de la scène lorsque l'on parle du temple solaire, lorsque l'on parle des dévots de Krishna, de Raë, de la scientologie. Mais sans y prêter attention, vous n'avez peut-être pas entendu dire que les Mormons venaient de créer leur première église en France. Vous avez sûrement, discrètement, reçu la visite des témoins de Jéhovah. Et vous voyez tout un tas de nouvelles églises, souvent microscopiques, qui voient le jour, avec comme but d'avoir des dévots obéissants et évidemment récupérer de l'argent. Nous recevons à l'UNADEFI, l'Union nationale de défense des familles et de l'individu, quotidiennement des rapports concernant les phénomènes sectaires en France. Et c'est tous les jours, qu'on nous apprend que un pseudo-médecin vient d'être mis en prison pendant 2 ans parce qu'il avait abusé de la médecine, mais aussi il avait abusé de ses patientes. On nous apprend que des formateurs se sont installés dans des entreprises et à travers la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, qui sont certes des disciplines qui ont une valeur, mais qui sont détournés quelquefois par des charlatans. Et puis, il y a la caverne d'Ali Baba des sectes. La caverne d'Ali Baba, c'est tout ce qui touche à la médecine. 40% des 15 000 appels que reçoit la DFI, des plaintes que reçoit la DFI, 40% concernent des rebouteux, des adeptes du Reiki, de la fasciothérapie, de notre conférencière vous en parlera plus longuement. C'est donc un véritable danger qui est lié à tout ce qui est médecine de la nature. Alors, plus près de la bouche, pour vous dire en 2 mots, qu'est-ce que l'on dit lorsque l'on parle de secte? On dit qu'il s'agit d'un groupe ou d'un individu qui, par son activité, exerce des pressions en vue de maintenir ou d'exploiter une personne en le privant de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour lui, son entourage et la société. Et lorsqu'on dit conséquences dommageables pour la société, bien évidemment vous faites le lien avec la nouvelle église qui nous inquiète, celle du djihadisme et de la radicalisation. C'est aussi une préoccupation pour l'association que préside ma voisine, que je vais présenter. Ainsi donc, si l'on admet que notre République tient sur 4 colonnes, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, eh bien, très légitimement, on peut se poser la question de savoir si la notion de laïcité est conforme avec la vie des sectes. Alors ma voisine, vous allez l'écouter, je pense, avec beaucoup de plaisir. C'est une oratrice. Elle a été
Ça commencera. Député socialiste de la 5e circonscription de l'Eure. Elle a été membre de la commission des lois, des affaires sociales, membre de la délégation des droits de la femme, membre de la délégation européenne et présidente du groupe de travail parlementaire sur les sectes. Elle fut rapporteure d'une loi dite Abou-Picard, qui porte donc son nom, tentant à réformer la prévention et la répression des mouvements sectaires. Depuis 2004, elle est présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu. Elle a écrit des livres, elle est conférencière, elle circule dans toute la France, et elle est même, évidemment, demandée à l'étranger. Je vous demande d'accueillir avec plaisir Catherine Picard. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je vous remercie de cet accueil. Guy, j'ai cru qu'il allait faire la conférence à ma place, donc j'étais déjà prête à me reposer sur mes lauriers. Puisqu'il a fait une très très bonne synthèse en tant que président de l'association locale, donc c'est tout à fait normal qu'il soit très proche du sujet. Bon, ce soir, je vais essayer de ne pas être trop long pour être pédagogique, c'est-à-dire j'ai demandé à mon chrono de droite, enfin qui n'est que de droite parce qu'il est chrono, en ces temps-ci, les précisions sont utiles, et je lui ai demandé de me secouer violemment si jamais je dépasse, entre 30 et 40 minutes. Voilà. Tout d'abord, je voudrais poser le phénomène sectaire dans un contexte. Vous savez que tous les sujets de la société, plus ils sont complexes, plus il faut les recontextualiser. Pourquoi ? Parce que nous avons en France une très très longue pratique du travail sur le phénomène sectaire. Guy a fait référence à la médiatisation. Alors il y a de très très bons documentaires à la télé sur le phénomène sectaire. Majoritairement ils sont préparés à l'UNAFI avec les journalistes qui s'y intéressent pour avoir de la documentation. Et je m'aperçois qu'on n'a pas présenté l'UNAFI, mais bon, on fera ça, on va pas faire ça dans l'ordre, tant pis. Donc, la France est un pays qui est engagé dans le combat contre les sectes depuis plus de 40 ans. Pourquoi ? Parce que un phénomène de société ne prend véritablement vie que lorsque plusieurs facteurs rentrent en friction. Il y a 40 ans, en 1974, la première association de défense de famille et de l'individu s'est créée parce que des parents ont vu partir leurs enfants étudiants chez Moon. C'était il y a un peu plus de 40 ans. Pour autant, les premiers mouvements sectaires, hors de France, étaient apparus dans les années 46 au Japon, 1950 aux États-Unis, et si on reprend les témoins de Jéhovah, à la fin du 19e siècle. D'où d'ailleurs le fait que certains se posent la question à savoir s'ils sont véritablement un mouvement sectaire ou une religion. Donc, c'est un phénomène qui est un phénomène très ancien, qui est un phénomène qui est l'issue de la fin de la guerre mondiale, qui est rentré dans une forme de reconstruction, et je dirais que c'est la construction de nouvelles formes de croire, avec un aspect un marché mondialisé du croire. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'époque s'y prêtait, parce que les gens étaient sur des attendus à la fois de reconstruction physique, de reconstruction matérielle, mais aussi de reconstruction intellectuelle et spirituelle. Et les premiers gourous à avoir senti ce frémissement et cet intérêt, cette demande légitime, en ont profité, tel on va prendre René Bard et la scientologie, pour construire quelque chose qu'il a habilement appelé religion. Alors, je le dis tout de suite, avant de continuer ma chronologie, parce qu'il n'y a pas de fresque historique sans chronologie, je le dis tout de suite,
les sectes ne sont pas des religions qui ont réussi. Je m'expliquerai là-dessus. Sur l'ensemble du phénomène, si on a un quart de déviance de type dogmatique religieuse, enfin, dont certaines prennent un peu plus d'importance en ce moment que d'autres, c'est à peu près tout ce que l'on a. Non, ce sont des mouvements coercitifs, ce sont des mouvements totalitaires, ce sont des visées communautaristes, mais ils ne sont pas tous à visée religieuse ou spirituelle. Ça, c'est le premier poncif qu'il faut effacer. Bon, parce que bon, je veux bien que les Esséniens aient été la première secte chrétienne, mais tout groupe constitué a ses coupures, ses déviances et ses reconstructions de groupes, de sous-groupes et de sous-sous-groupes. Voilà. Donc en 74, il y a 40 ans, ça se crée, et pour que véritablement il y ait un intérêt à la chose sociale, à la chose publique, qui est le phénomène sectaire, il faudra attendre 20 ans, c'est-à-dire attendre 1994-1995, parce que pendant ce temps-là, les mouvements se sont installés en France. Pendant ce temps-là, ils ont commis leurs actes de prosélytisme, ils ont commis ce qui a amené des ruptures familiales, des ruptures sociales. Ils ont permis, bien entendu, comme on est un pays d'organisation de type liberté d'expression et de réunion, la construction d'un certain nombre d'associations de défense, mais ils ont aussi permis à des journalistes de s'intéresser au sujet et à le diffuser. Il y a eu dans les années 85 à 95, pendant une dizaine d'années, il y a eu de très très bons bouquins de journalistes d'investigation sur les mouvements sectaires. Ensuite, donc, vous voyez bien qu'on est par période de bond de 20 ans en 20 ans, et qu'on en arrive aujourd'hui entre 95, et je m'arrêterai modestement à 2002, à 2001, avec l'élaboration de la loi sur l'abus frauduleux de faiblesse, dont j'ai l'honneur de porter, que j'ai eu l'honneur de porter au Parlement. On est arrivé à ce que la France sait mettre en route à la fois en matière de prévention et en matière de défense des libertés et en matière de défense de liberté et des individus, on est arrivé au bout d'un périple de 30 à 40 ans à avoir une vitesse de croisière sur le sujet, ce qui est très très long. L'avantage, c'est que ça nous donne à l'UNADFI 40 ans d'archives, ce qui n'est aujourd'hui extrêmement intéressant. Le deuxième avantage, c'est que l'histoire à moins de 50 ans, ça n'a pas une grande importance. Hein. Je sais bien qu'aujourd'hui, la moindre mouche qui traverse fait historique et on glose pendant des lustres dessus. Le lustre est déjà assez long, mais aujourd'hui, on est dans un caractère d'immédiateté, on est dans un caractère d'urgence. Pourtant, le fait historique ou le fait social a besoin d'un recul, a besoin d'une analyse, a besoin d'une forme d'expertise pour que l'histoire puisse éclairer le présent. Donc, on est à ce moment-là qui est très très intéressant lorsque on prend la décision de légiférer parce qu'il y a 30 ans de travail derrière. En 95, qu'est-ce qu'il va se passer? Il se passe que, alors qu'il y a eu dans le monde entier des massacres perpétués par les sectes depuis une dizaine d'années, le premier massacre français et le premier assassinat un peu de masse, puisque c'est 16 personnes, dont des mineurs de moins de 3 ans, sont les victimes du temple solaire et des victimes dont on ne sait pas si le consentement était fortement éclairé le jour où ils sont allés dans cette clairière. Donc, c'est ce qui a fait émerger 30 ans de travail et d'interrogation. Pourquoi? Parce que l'État est un État de droit, la République est une république sociale, laïque, indivisible, sociale et laïque, d'une part, et que dans l'histoire de la constitution de nos institutions, nous sommes sur une pratique de l'égalité des citoyens, l'égalité individuelle et l'égalité des citoyens entre eux, et nous ne sommes pas dans une pratique plus anglo-saxonne qui est celle de
la vision communautariste d'une société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit spécifique au motif qu'on constituerait une communauté, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit elle-même laïque, entre guillemets, c'est-à-dire dans le domaine du social, de la formation, de la santé. Donc ça, c'est très très important, et c'est ce qui fait la différence entre ce pays et les autres pays européens, et c'est ce qui nous met en porte-à-faux avec la CEDH, la Commission européenne des droits de l'homme, qui est sur une vision beaucoup plus, j'allais dire, anglo-saxonne, et qui a tendance à accorder le titre de culte à des gens qui ne l'ont même jamais demandé, voire à condamner la France parce que la France s'en serait pris à telle ou telle association. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est un cheminement très long, c'est un cheminement très français en matière de prévention. Aujourd'hui, dans tous les ministères, alors que le sujet est complètement étouffé par la radicalisation aujourd'hui, mais bon, on peut penser, c'est à la fois légitime comme sujet d'inquiétude, mais ça masque totalement un grand nombre de sujets qui étaient sur le devant de la scène, quelle que soit leur thématique. Mais le sujet est moins important aujourd'hui, bien qu'il ait 40 ans d'expérience et d'existence et d'expertise. Pour autant, il est extrêmement présent, et les mouvements qu'a cité Guy tout à l'heure existent toujours, mais l'action de la puissance publique au cours de ces 40 ans les a quand même fait reculer. Pour exemple, la scientologie, l'UNADFI a été la seule association avec l'ordre des pharmaciens à permettre la condamnation de l'église de Scientologie pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la pharmacie. Donc ces actions qui sont assez budgétivores, je vous l'accorde, chronophages aussi, ont permis quand même à ce que ce mouvement-là commence, j'allais dire, à plier un peu bagage et à s'installer dans d'autres pays d'Europe. Ça n'est pas très satisfaisant, je vous l'accorde, mais au moins nous, ça nous fait une petite marge de respiration sur le territoire. Pour autant, ils exercent toujours leur talent. Et le deuxième trait majeur qu'il faut retenir, c'est que comme nous sommes sur un phénomène de société, comme nous sommes sur un phénomène qui répond à des exigences, toutes celles que nous avons, des exigences légitimes en matière de santé, en matière de bien-être, en matière de spiritualité, en matière de philosophie, et je ne cite pas toutes les thématiques, je cite les principales. Nous avons tous des demandes légitimes qui correspondent soit à des besoins, soit à des inquiétudes, et à l'autre bout de la chaîne, à ces demandes légitimes, il y a des réponses d'escrocs. Parce que le phénomène sectaire a quand même fortement une partie de lien qui le lie à la notion d'escroquerie. Ça évolue tous les jours. Le phénomène est exponentiel. Les grands mouvements sont souvent partis et ont mis leurs instances dans d'autres pays. Pour autant, ils continuent à exercer, en rentrant dans toutes les activités de l'économie, qu'elles soient de l'économie sociale ou de l'économie au sens avec un grand E, ils se sont totalement adaptés parce que les grandes organisations sont des organisations multimillionnaires. La commission d'enquête parlementaire, il y a eu 6 commissions d'enquête parlementaires, celle qui a fait le premier rapport qui est un peu aujourd'hui j'allais dire le monument sur le travail sur les sectes. Il y en a eu une seconde commission sur les sectes et l'argent, et on a bien vu que si aujourd'hui il existe un dark web, il existait, et que si des paradis fiscaux sont mis sur le devant de la scène tous les jours, sans d'ailleurs émouvoir grand monde, il faut quand même bien le reconnaître, c'est comme si c'était devenu une habitude en fin de compte. Donc globalement, bon, il y a des paradis fiscaux, c'est pas bien, bon, très bien, passons à autre chose. Donc les paradis fiscaux sont employés par les sectes. Le trajet de tout l'argent des mouvements sectaires, nous le connaissons, c'est de la France, la Crédit Banque à Luxembourg. Alors c'est une banque, déjà, la Crédit Banque, je cite celle-là,
Je demande à ce que ça soit pas marqué au procès-verbal, mais parce qu'elle est dans le rapport de la commission d'enquête. Elle blanchit déjà le trafic des êtres humains, le trafic d'armes, le trafic de la drogue. Alors la scientologie, globalement, ça paraît quand même en termes financiers un tout petit peu en dessous. Donc ça passe par le Luxembourg et ça finit sur les plateformes offshore de toute de Jersey, tout ça pour retomber à Manhattan tranquillement ou à Tokyo de l'autre côté en fonction des mouvements qui sont concernés. Ces mouvements-là, donc, existent toujours et ils sont totalement adaptés à la demande de la société en matière de spécificité de formation, en matière de spécificité de conseil et d'accompagnement, de coaching, etc. Pour autant, et Guy vient de le citer, dans les 40% qui nous préoccupent fortement, parce qu'il touche véritablement à ce que la vulnérabilité la plus profonde que nous avons, qui est la santé, et qui est ce qui est de l'ordre du physique et du psychique, ces mouvements-là, aujourd'hui, sont en recrudescence. Ça peut être un psychothérapeute déviant qu'on appelle, nous, un dérapeute, que vous allez trouver parce que vous êtes en recherche sur un annuaire. Après, je vous expliquerai comment l'État quand même s'organise un petit peu et comment on arrive à légiférer sur quelques 3-4 broutilles quand même d'intérêt général. Ça peut être à l'intérieur de l'hôpital des accompagnants de toutes sortes qui vont faire un prosélytisme. Ça peut être des groupuscules qui vont instrumentaliser une technique qui en elle-même n'est pas forcément dangereuse. Elle peut être loufoque. Je vous signale quand même que une secte ne peut pas être définie juridiquement, parce que dans un pays de liberté absolue de conscience, si vous avez envie d'adorer un chou de Bruxelles dans votre cuisine les soirs de grand gel, on va s'adapter aux saisons, c'est de votre liberté totale. La seule chose qui fait que à la tolérance de pratique, même à la tolérance religieuse, il y a un autre pendant. Il y a l'autre pendant c'est que, au motif que l'on pratique quelque chose, on ne trouble pas l'ordre public. Et dans le phénomène sectaire, c'est bien là que nous intervenons. Ça n'est pas sur les croyances, quelque farfelue qu'elles soient, quelque anti-scientifiques, quelle qu'elles soient, déraisonnables au sens anti-Descartes du terme, anti-positivisme, enfin tout ce que l'on peut quand même constater aujourd'hui comme glissement progressif vers la déraison, quels que soient ces contenus, il faut qu'il y ait à un moment un passage à l'acte, une transgression à la loi pour que on s'autorise à s'en occuper. C'est la conciliation des deux facteurs de Rousseau, je relis là pour le coup un texte, sur la tolérance religieuse et la base de la morale commune. La base de la morale commune, c'est ce qui est, à la limite, comment on porte et comment on gère la loi dans l'intérêt de tous, parce que c'est ce qui constitue notre morale commune et c'est ce qui constitue le facteur de l'ordre public à respecter et à ne pas dépasser. Donc, on a une myriade d'associations qui se constituent. La plupart du temps, c'est des groupes de 20 à 30 personnes, jamais plus, avec en effet soit un homme, soit une femme à sa tête, avec une technique quelle qu'elle soit qui est employée, qui peut être la méditation, la circulation des énergies, le chamanisme, enfin tout ce qui est tendance, en fin de compte, ouvrez vos magazines féminins puis vous aurez toutes les réponses à ce que je viens de dire. En soi, ça n'a rien de répréhensible. Pour autant, lorsque l'on s'en sert pour exercer des pressions sur un individu, pour porter atteinte à sa dignité et exercer sur lui de ces fameuses pressions physiques ou psychologiques,
qui sont vraiment attentatoires non seulement à sa dignité, mais qui rompent avec tout ce qui l'amène à rompre avec tout ce qu'il était de manière antérieure, en tant que système de pensée, en tant que cadre de valeurs, en tant que rupture familiale, en tant que rupture sociale, pour en faire quelqu'un de totalement formaté à la vision que le gourou ou le faux thérapeute ou le chaman a de la société, de celle qu'il est en train de construire. Là, l'État est en droit de se dire qu'il y a une atteinte pour les personnes vulnérables. Je rappelle que dans le Code pénal, depuis que le Code pénal existe, sans m'avancer de trop, je pense sur la date, la notion de vulnérabilité est définie. Les femmes enceintes, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes handicapées et les mineurs. Aujourd'hui, le phénomène sectaire se rue sur ses proies dans tous les domaines où ils sont posés, de la maison de retraite à l'école, aux activités scolaires, en passant par tout ce qui est de l'ordre du système de santé, pour pouvoir malmener, pour pouvoir formater et exercer un pouvoir sur des individus. Alors comment fait-on, vous allez me dire, comment fait-on? La technique d'emprise, elle est connue depuis la nuit des temps. Un être humain a besoin de 3 ou 4 paires dans la vie pour se situer, manger, dormir, avoir un temps libre de penser. Si en plus il n'est pas trop imperméable à l'argumentaire et au raisonnement, ça sera un plus dans la vie. Donc il faut totalement empêcher que toutes ces conditions lui permettent d'avoir un lien avec l'extérieur. Et très très souvent, les gens qui viennent nous voir, alors on a, comme le disait Guy, 15 000 appels renseignés par an, sur le réseau des 29 associations sur le territoire, et nous avons accompagné, on va faire une moyenne, 300 victimes de sectes directes, 300 victimes directes de sectes par an qui sont accompagnées. De quoi sont-elles victimes? Ce sont des gens, encore une fois, peut-être pas tout à fait comme vous et moi, parce que je ne sais pas si vous êtes en forme, on a excusé les malades et les futurs mourants, mais sans citer la citation en latin, je ne voudrais pas être déplaisante, mais enfin quand même. Ces gens, qui sont-ils? Ils sont des personnes qui, à un moment du parcours de vie, font à un moment donné une mauvaise rencontre sur un produit qui est frelaté et un produit qui leur est proposé. Et ils le font de manière consentante. Et c'est là tout le problème, que lorsque nous estons en justice, c'est tout le problème. Mais le consentement ne vaut que lorsqu'il est éclairé. Et lorsque vous allez à un stage de méditation parce que vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'un apprentissage d'une technique, vous avez besoin d'une rencontre avec deux gens qui partagent ce besoin et ces techniques, vous ne savez pas forcément que celui qui va petit à petit s'occuper de votre cas va vous amener à commettre sur vous-même et vous faire commettre sur les autres des actes gravement préjudiciables. Préjudiciables pour l'individu qui les commet. Je vous renvoie à la problématique victime et bourreau, connue chez Hannah Arendt. Quand on est le numéro 2 d'un gourou, au début, on a été à une victime. Quand soi-même on exerce sur les autres la parole du maître et que l'on commet des actes sur les autres, on devient un bourreau. Et ça, c'est véritablement le deuxième point majeur extrêmement important lorsque l'on est face à un juge d'instruction. Deuxièmement, donc, de manière consentante, vous allez, parce que c'est la mode, parce que vous en avez envie, et chacun fait bien comme il peut et comme il veut, vous rapprocher de quelqu'un qui va exercer un pouvoir pour vous amener à rompre avec tout ce qui était votre ordinaire. Pas forcément à des fins financières, dans un premier temps, vraiment à des fins d'exercice de pouvoir, aussi à des fins financières, et aujourd'hui, malheureusement,
on constate à des fins d'atteinte à la dignité, et pour les hommes comme pour les femmes, et comme pour les mineurs, mais les mineurs, nous, c'est un cas à part dont nous traitons véritablement de manière totalement particulière. Ces gens sont aujourd'hui majoritairement victimes d'abus sexuels. Hein. Alors, on a banalisé aussi toutes ces choses-là. Hein. Que ça soit dans le foot, à l'église ou à l'école, c'est manière courante parce que il y a une médiatisation de la chose. Je crois que ça a toujours existé, mais que globalement maintenant on en parle et on ose aussi pouvoir s'en défendre. Voilà le phénomène sectaire. L'emprise, c'est à mettre en place tous les moyens d'une rupture pour déconnecter une personne. Une phase de séduction, une phase de déconstruction de la personnalité, avec toutes les ruptures induites que je viens de citer, et une phase de reconstruction sur le modèle du maître, avec des gens qui majoritairement ont un niveau d'études dont on peut penser qu'il leur a apporté les moyens, les outils de la réflexion, majoritairement des femmes, entre 25 et 45 ans, et majoritairement des gens qui mettent à peu près entre 5 et 10 ans à pouvoir sortir de cette situation. Et si vous avez suivi les derniers débats à l'Assemblée, vous avez vu qu'on est dans une grande réflexion sur les délais de prescription, parce que un grand nombre des personnes qui viennent nous voir ne peuvent pas avoir réparation parce que les délais de prescription sont dépassés. Alors, moi, je suis pas tout à fait pour la révision des délais de prescription, parce que je me dis que vaut la mémoire d'un fait à 30 ans en matière d'élaboration de la preuve, mais bon, c'est un autre sujet de débat qui est plus un sujet centré sur les juristes. Donc, qu'est-ce qu'a fait notre État ? Notre État dit non aux communautaristes, notre État dit que les droits sont les mêmes pour tout le monde et qu'il n'y a pas de droit spécifique à accorder en fonction de telle ou telle croyance ou de telle ou telle pratique, et notre État s'est donc donné les moyens au fil des années de pouvoir faire des commissions d'enquête parlementaires, de donner, j'allais dire, le feu vert pour légiférer, et aussi aujourd'hui de faire dans tous les services publics, de mettre des personnes relais qui sont à l'affût de phénomènes sectaires pour pouvoir répondre en cas de perturbation. Il y a une mission interministérielle de lutte contre les sectes qui est composée de 15 fonctionnaires détachés dans des secteurs d'activité différents et qui est reliée directement au Premier ministre. Alors là, je vous dis qu'en période électorale, en fonction des résultats, on fouette un peu parce que on a déjà vraiment frôlé l'incident de la suppression à l'ère Sarkozy. Je ne voudrais pas faire la Cassandre, mais quand un candidat commence à dire bonjour, je suis Jojo et je suis chrétien, moi, je commence à m'inquiéter sérieusement. Parce que, et quand on sait que son directeur, son adjoint financier est un mormon, on se dit, quand il y a l'alliance de la calotte et des mormons, je crains que le phénomène sectaire pâtisse de l'opération si par malheur les choses devaient arriver. Mais il revient à chacun de nous de faire le nécessaire. Déjà, on a fait un petit nettoyage quand même là ces derniers temps. Je parle pas de celui d'hier, je parle de celui des primaires de la droite. Mais ceci n'est pas mon sujet en tant que présidente de l'UNAFI. Donc, l'État, la puissance publique s'est donné les moyens de l'intervention. Au niveau de l'Europe, on est présent, mais dans une complexité qui revient exactement à dire que l'Europe c'est complexe et que globalement c'est de plus en plus difficile, sachant que les pays comme l'Allemagne, la Belgique, qui a fait le même texte que le mien, enfin que celui de Abou et le mien, le Luxembourg, l'Italie et l'Espagne sont totalement en accord sur la manière de prévention, la manière de soutenir les associations, etc. sur le phénomène sectaire, les associations qui accompagnent les victimes.
lorsque l'on commence, c'est les pays de la petite Europe, hein, les huit pays fondateurs, lorsque l'on commence à dépasser ce cercle-là, on rentre dans des dynamiques soit de conception totalement anglo-saxonne, qui sont que il n'y a pas de liberté encadrée et que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ce qui n'est pas la philosophie du droit français. Donc c'est beaucoup plus difficile et encore une fois la CEDH ne nous arrange pas un coup ou alors elle nous arrange un coup sur 5 à peu près. Que dire encore pour compléter ce panorama, sachant que comme il y aura des questions, on pourra élargir. Je suis dans les temps, Guy ? C'est bon. C'est vrai que j'ai un président qui rigole pour moi. Donc, ce phénomène est exponentiel. La difficulté que l'on a à l'analyser, c'est que comme il suit l'évolution de la société, là on est dans une grande problématique santé, avec de l'accompagnement sur le cancer, avec de l'accompagnement sur des pathologies très très lourdes telles que le sida, le cancer, beaucoup aussi sur les pathologies liées à l'alimentation, anorexie, boulimie, sur les enfants, beaucoup liés à ce qu'on appelle les enfants hyperactifs, et partout où la puissance publique est absente, il y a une béance pour installer des officines d'escrocs. Je vais pas faire un couplet sur la présence de l'État et de ses services, mais on constate quand même que lorsque l'État quitte d'une manière ou d'une autre un territoire ou une thématique, le phénomène sectaire a des boulevards pour pouvoir s'installer. Donc, pourquoi mon petit couplet du début, j'y reviens sur secte et religion, si l'on divisait comme ça à la louche, en fonction des stades que l'on a, on a un tiers de déviance de mouvements religieux. Alors je vous en donne quelques-uns. Les Béatitudes, les Frères de Saint-Jean et d'autres officines de ce type que l'on va classer, comme le terme est exact, chez les intégristes. On a à classer chez les fondamentalistes, on a toute la déviance évangélique, c'est-à-dire la Fédération française reconnaît à peu près qu'elle a 1000 officines sur le territoire, il y en a 400 qui sont en dehors des clous. Alors c'est ce que vous voyez, ces prédicateurs autoproclamés qui guérissent, imposent les mains, se roulent par terre, etc. Donc ça compte à peu près pour un tiers seulement de notre travail. Et le reste, un bon tiers dans le domaine de la santé, et puis après il y a les exotismes qu'on ne classe pas, et avec une particularité sur les mineurs, puisque heureusement la protection des mineurs, que ça soit l'ordonnance de 45 ou le droit des mineurs en tant que tel, ou les spécificités de la justice avec les juges des affaires familiales ou le juge pour enfants, font que tous les problèmes liés aux mineurs échappent un peu au monde associatif, parce que un enfant est sous l'autorité parentale de ses géniteurs. Pour autant, tant qu'il n'y a pas de délit constitué sur lui ou contre lui, malheureusement, on ne peut pas empêcher une famille témoin de Jéhovah d'inculquer des principes à des enfants dont on sait qu'avec de tels principes, ils ne feront jamais de citoyens éclairés. C'est un jugement de valeur, mais lorsque l'on sait ce que les enfants témoins de Jéhovah subissent, on peut penser que c'est véritablement attentatoire à des enfants qui devraient intégrer rapidement le cercle des citoyens à leur majorité. Donc ça, c'est le problème à part des mineurs. Que vous dire encore sur un point quand même, parce que je pense qu'inévitablement... l'Opus Dei va avoir ses primaires, ils élisent leur chef dans très très peu de jours là. Ils font ça au Canada. Ils s'éloignent de la maison mère, mais enfin bon, ils font ça au Canada. Et le dernier point, puisque ça viendra inévitablement sur la radicalisation. La radicalisation est une forme d'émergence l'islam n'était pas visible sur le territoire.
Force de croire que cette nouvelle forme de croyance a émergé depuis une vingtaine d'années et s'est rendue extrêmement visible, voire trop. Pour autant, elle a été souvent assimilée au phénomène sectaire. Nous travaillons à la demande du gouvernement sur la problématique dans l'accompagnement des familles. Nous ne travaillons que sur la tranche des mineurs, c'est-à-dire les 15-25 ans. Aujourd'hui, on est encore ado à 25 ans. Dans cette salle, qui n'était pas mère ou père de famille à cet âge-là, mais on est encore ado à 25 ans, donc on traite des 15-25 ans. Quand on traite des 15-25 ans, c'est notre secteur d'activité sur la radicalisation, parce que les familles qui arrivent sont des familles de personnes jeunes, généralement. Donc on est dans l'accompagnement de la famille. Ensuite, on rentre dans tous les processus mis en place par le gouvernement en fonction des besoins et des cas. Le phénomène sectaire n'a de ça, de proche de la radicalisation, c'est qu'il faut y voir trois entrées. Daesh met en place des techniques d'emprise qui sont identiques à celles des phénomènes sectaires, mais ni l'intentionnalité ni les conséquences ne sont identiques. Nous, on peut avoir des gens qui vont être battus, violés, qui vont avoir du mal à s'en remettre. Ceux qui sont atteints par le biais de la santé des fois meurent, par non-soin ou par des soins de poudre de perlimpinpin qui les amènent à mourir de leur cancer. Pour autant, on n'a pas de territoire, de combat, on n'a pas d'immédiateté de la sanction comme on peut l'avoir dans la radicalisation. Donc je crois qu'on ne peut pas faire rentrer tout dans tout parce que ça fait plaisir et puis parce que ça permet d'aller plus vite. On travaille, nous, sur la radicalisation parce qu'on est compétent sur le phénomène d'emprise. On travaille sur la radicalisation parce que notre public est souvent un public de famille, et majoritairement un public de famille, donc, et nous travaillons beaucoup avec les établissements scolaires. Mais pour autant, la deuxième vision, c'est le travail sur les victimes. Sont-elles victimes ou ne le sont-elles pas? C'est un vaste débat à un moment donné. Il y a deux techniques qui s'opposent. Est-ce qu'on est dans une islamisation de la radicalité? C'est-à-dire, ça voudrait dire que des gens en révolte s'islamisent pour passer à autre chose dans cette révolte, ou c'est juste, regardez que l'ensemble de ceux qui ont commis des actes terribles étaient des délinquants, voire des grands délinquants. Pour autant, on ne peut pas enlever l'autre théorie. Alors ça, c'est la théorie d'Olivier Roy. Vous avez l'autre théorie qui est celle de Keppel, qui est beaucoup plus centrée sur une forme d'analyse de la psychologie du terrain, de sociologie du terrain. Oui, les jeunes sont en difficulté par rapport à leur habitat, la ghettoisation. Oui, ils sont en difficulté par rapport aux scolaires, etc. Pour autant, tous ceux qui sont en difficulté ne passent pas du côté de la force obscure de la force plus exactement. Donc, ce ne sont pas des théories qui s'opposent, ce sont des théories, ce sont des angles d'attaque différents et à mon avis complémentaires. Je pense qu'on a dans le panel aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'expérience de remontée de terrain de ceux qui acceptent de témoigner. Ceux qui acceptent de témoigner sont des gens qui ont été en Syrie, qui sont rentrés, qui sont passés là où ils devaient passer, c'est-à-dire auprès des services sur du terrorisme, etc., ce qui paraît tout à fait légitime. Pour autant, ils peuvent expliquer les choses. On s'aperçoit néanmoins, et je finirai là-dessus, que le terme de déradicalisation, on le dit depuis le début, est une connerie. Parce que je ne vois pas comment on peut faire revenir quelqu'un sur des croyances, et au nom de quoi on le ferait, quelles que soient ses croyances.
Mais la chose que l'on peut, c'est d'essayer de le réinsérer dans un chemin qui est plus conforme à la morale que nous défendons, enfin la morale républicaine que nous défendons. La notion de déradicalisation ne marche pas. On est en train, on l'a dit depuis le début, mais comme il y a un garçon qui était premier de la classe qui s'est entêté à prononcer le mot, il n'a jamais voulu faire marche arrière. Moralité, aujourd'hui, on commence à parler de désembrigadement, ce qui me paraît beaucoup plus juste en termes militaires, ou de désendoctrinement, c'est-à-dire garder la partie du respect de la croyance. On peut pas la partager, hein. Moi, le salafisme, c'est pas ma tasse. Enfin, il y a rien d'ailleurs dans la religion qui est ma tasse de thé, quelle que soit la religion. Mais admettons que le salafisme n'est pas ma tasse de thé. Pour autant, il y a des gens qui pratiquent et qui sont peinards dans leur quartier avec ça. Hein, la notion de désendoctrinement est un travail sur la partie de l'emprise et me semble beaucoup plus juste. Alors on verra l'expérience du fameux centre dans l'Indre-et-Loire. Il y a déjà des sujets qu'ils n'acceptent pas, tellement les choses sont graves. Hein. Donc c'est un peu une expérience un petit peu biaisée. Voilà quel est un peu le panorama. Nous sommes rentrés sur ce terrain-là à pattes de velours et véritablement quasiment à reculons. Pour autant, l'UNADFI est une association apolitique, aconfessionnelle. C'est pas parce que sa présidente fait des diatribes plutôt. Mais bon, quand ils m'ont embauchée comme présidente, ils savaient bien qui j'étais aussi. D'autre part, une association qui est aconfessionnelle, apolitique, qui défend les droits de l'homme et qui protège la dignité, les droits à la dignité des individus, ne peut pas rester en dehors de cette problématique qui va certainement nous occuper pendant au moins une vingtaine d'années. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, en 30 minutes, vous imaginez sur un sujet extrêmement complexe, il est très très difficile de balayer, on ne fait que balayer et encore on met un peu la poussière sous le tapis. Maintenant j'attends de vos questions, qu'elles permettent d'éclairer au mieux sur certains sujets qui ne l'auraient pas été. Je vous remercie. Oui, il faut l'ouvrir. Bonsoir tout le monde, l'année d'Arcis-sur-Aube. Vous avez parlé des jeunes, de l'environnement des jeunes. Moi, je voudrais parler de nous, les anciens. Nous vieillissons, notre corps aussi. Nous sommes souvent atteints de multimorbidités, de plusieurs maladies, avec des traitements. Le fardeau du traitement de cette maladie, il devient parfois lourd. La médecine, parfois, ne peut pas répondre à notre demande. On peut être amené à se tourner, par exemple, vers des forums, où sur ces forums, les gens échangent, parlent de leur maladie, parlent des traitements. Certains de ces forums, en général, quand on échange sous un alias, pas sous son vrai nom. Certains de ces forums offrent la possibilité, donc en communiquant via une messagerie personnelle, via le forum, toujours sous l'alias, de pouvoir communiquer donc d'une façon discrète et privée entre les gens qui parlent sur ce forum. Or, que voit-on entrer par ces forums via la messagerie privée? Un certain nombre de gens très mal intentionnés qui, à mon sens, peuvent être issus également de sectes et qui en fait s'adressent à des personnes qui, de par cette multimorbidité et les traitements lourds de plus en plus qu'il y a, une médecine qui ne peut pas répondre, peuvent éventuellement se laisser agripper par ces sectes.
Donc, les moyens technologiques de communication modernes sont un danger pour certains. Comment vous, votre association, luttez-vous contre ces outils-là? Vous allez prendre 3 questions, et puis madame répondra après. Oui, bonsoir. Donc, merci à vous tout d'abord, vous et puis M. Glard, d'avoir rappelé que finalement la laïcité, c'est un principe organisationnel de notre État républicain. Effectivement, l'État, lui, il est laïque. L'État chez lui, l'Église ou les églises chez elle. L'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, sauf dans quelques régions. Par contre, la société, elle est plurielle, sur la base de la liberté absolue de conscience. Sur cela, j'aimerais dire que bien souvent, les atteintes qui sont présupposées comme atteintes à la laïcité ne sont en fait que des atteintes et que des troubles à l'ordre public. Donc doivent être poursuivis et punis, si nécessaire, comme il convient, de par l'arsenal législatif. Moi, j'ai une question concernant la relation du phénomène sectaire avec le politique. Je suis plutôt spécialisé du côté de l'Asie, et j'ai souvenir, mais je pense qu'en Europe, ça va être pareil, je pense que vous allez pouvoir nous en parler. En Asie, il y a notamment la secte Nichiren et Soka Gakkai, et tout le monde connaît, plus ou moins, enfin, pour ceux qui s'intéressent au phénomène sectaire, les relations que ces mouvements entretiennent avec l'extrême droite. Japonaises, bien sûr, mais qui ressemblent comme des gouttes d'eau à celles que l'on connaît chez nous. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport aux relations que peuvent entretenir les politiques et les sectes. Merci. Bon, s'il y en a que deux, il n'y en a que deux, hein, on va pas... Les deux par là, oui. Ah. Oui, bonsoir. Vous avez mentionné tout à l'heure l'Opus Dei. Et donc, je voulais connaître votre sentiment sur ce mouvement qui a été fondé par José Maria Berguer, et qui, donc déjà un petit peu avant la guerre, je crois, la Deuxième Guerre mondiale. Et je voulais savoir quand même ce que vous pensez, parce que c'est quand même quelque chose... On dit que c'est une église dans l'église, et qu'il a été canonisé, ce fameux fondateur, en 2002. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du pour, il y a du contre. Voilà. Là, il y a deux personnes. Non, c'est bon. Trois questions. Ah bon. Excuse-moi. Il y a un moment, il faut quand même que je reprenne un peu les rênes, parce que je refais pas. Premièrement, le fait de ne pas avoir, je vais répondre, commencer par répondre dans l'ordre. Ne pas avoir défini ce qu'était l'UNADFI va remettre un peu les pendules à l'heure en moyen de lutte. Premièrement, l'association n'est pas une association de lutte contre les sectes. La personnalité de ceux qui la composent inévitablement font qu'on ne peut pas être pour ces organisations, mais c'est une association de défense de la famille et de l'individu, mais pas une association de lutte. Parce que l'UNADFI, c'est la coordination, c'est une association reconnue d'utilité publique, c'est la coordination de 29 associations sur le territoire, qui ont grandi au fil des 40 années que j'ai citées en préambule, et c'est uniquement 6 salariés. Voilà, c'est tout. 4 documentalistes et une directrice et une adjointe de direction. Et de temps en temps, un stagiaire, un juriste, etc. Pour autant, on a une convention avec un cabinet d'avocats pour le renseignement de nos associations. On a des groupes de recherche sur la victimologie, etc. On est sur le domaine de la victimologie. C'est l'histoire qui a amené ça. Alors, il faut aujourd'hui, en effet, travailler sur la victimologie parce que la victime d'il y a 40 ans
c'est pas la même c'est pas la même personne qu'aujourd'hui. On vit plus dans le même monde. Et comme on ne vit plus dans le même monde, on a Internet. Bon, Internet, c'est merveilleux et c'est désagréable. Il y a tout et son contraire. Donc la réponse un peu bateau que je peux vous faire, c'est que notre travail, puisque vous nous avez classés dans la série des anciens, bien que la moyenne d'âge le confirmerait assez, mais notre travail à nous, c'est un travail de prévention et un travail sur la notion de l'éducation. On revient toujours à là. C'est que Internet, c'est comment donner aux jeunes aujourd'hui, dès leur plus jeune âge, la capacité de maîtriser ce qu'est cette recherche. Quand on va dans une bibliothèque, on a autant de chances de trouver des trucs moches que lorsque l'on va sur Internet, sauf que c'est plus long. C'est ça qui fait la différence et qu'on n'est pas complètement abreuvé en fraction de seconde par des tas de textes, voire des photos. Donc c'est là notre grande difficulté, c'est de dire que c'est aujourd'hui dans le système scolaire, est-ce qu'il y a vraiment, alors il y a quand même des expériences, c'est pas du tout critique ce que je dis, c'est véritablement le travail aujourd'hui de faire tout ce travail de prévention par rapport à Internet. Pour autant, vous avez tout à fait raison. Donc la lutte sur Internet, c'est pipeau. Au début, on allait sur un forum qui s'appelle Forum Femmes, je crois, quelque chose comme ça. Alors, qui est un truc qui est entièrement tenu par des mouvements sectaires. Ils sont pas tenus, vous avez tout à fait compris le système. C'est que dès que vous parlez, admettons qu'on commence à disserter sur un telle technique, mettons, on va prendre le Reiki, tiens, la circulation de l'énergie par l'imposition des mains. Dès que vous commencez à parler de ça et que vous émettez une vague syntaxe critique, aussitôt vous vous apercevez que vous avez une dizaine de personnes qui vont totalement vous tomber dessus. Donc c'est impossible de lutter contre ça. C'est totalement impossible. Vaut mieux repartir à la base et faire un travail de prévention et d'éducation plutôt que. Et pour abonder dans votre sens sur les personnes donc vulnérables parce qu'âgées ou malades ou handicapées. J'ai commencé à citer les commissions d'enquête parlementaire, je me suis arrêtée à la 2e. La 3e était sur les mineurs et la 4e était sur la santé, dernièrement en 2013. Au Sénat, ça s'appelait dérives thérapeutiques et dérives sectaires. Ce qui n'était pas pareil, c'est-à-dire qu'il y a les dérives thérapeutiques qui regardent le monde de la santé et les ordres qui s'en occupent, à l'intérieur desquels il y a des dérives, en plus il y a des dérives sectaires. Je vais vous donner un exemple qui va vous conforter dans la notion de danger dans le domaine de la santé. Nous avons fourni en 4 ans, c'est sur 4 ans pour pas que ça soit trop vieux, les remontées des cas que nous avions au niveau national. Sur 4 ans, on a sélectionné 120 cas différents avec des organismes de formation, avec des techniques différentes, et etc. Sur 120 cas, il y avait déjà 10 personnes qui étaient mortes du fait de soins, de propositions malhonnêtes de soins. Et le 3e point que je voulais soulever, c'est que oui, il y a un besoin certainement aujourd'hui sur des pathologies très lourdes d'accompagnement. Mais l'accompagnement ne doit être qu'un accompagnement encadré et l'accompagnement n'est pas le soin. C'est là la grande différence. Donc, lorsque des charlatans comme le docteur, il s'appelle comment ? Ah merci. Le docteur Hammer qui prétend que le cancer n'existe pas, que c'est des cellules, etc. parce que votre grand-père il a pas été gentil, donc ça remonte et ça se cristallise. Enfin bon, je vous fais. Quand on commence à rentrer dans les contenus, on se dit mais c'est quand même pas possible. Mais si c'est possible, parce que c'est ça le phénomène de l'emprise. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une situation telle
que vous n'avez plus de solution raisonnable qui vous est proposée, eh ben vers quoi vous vous trouvez? Soit le cierge et l'eau bénite, soit une proposition trouvée sur un forum. Et lorsque l'on vous dit, eh ben il faut abandonner absolument tous ces charlatans qui n'amènent pas, qui ne vous amènent aucun bien-être, parce que de toute façon l'issue elle est fatale dans certains cas. Et puis que on est dans une civilisation, on n'accepte même plus de mourir quand même, hein, globalement. Donc il y a quand même un moment, quand faut y aller, hein. Le plus tard possible, je vous l'accorde. Mais et en bonne santé, c'est mieux. Mais bon, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Donc c'est là où je reviens à mon triangle là, qui était celui qu'on utilisait quand on travaillait sur la toxicomanie. C'était une situation précise de vulnérabilité, une rencontre et un produit. Et le produit, ça peut être soigner son cancer avec du jus de citron, avec du jus de gui, se mettre un appareil électrique sur la tête, etc. Ce que l'on peut comprendre humainement face à des personnes. Et nous, sur nos 120 cas, on avait 10 morts. Donc, quand dans une simple association, vous arrivez à faire remonter au niveau national le fait que sur 120 cas, vous avez 10 morts, je peux vous dire que les sénateurs qui géraient la commission, le président et le rapporteur étaient médecins. Donc c'était quand même un territoire plus favorable. Et en fait, ils ont auditionné 35 personnes de nos cas, hein, mais ils ont aussi auditionné des charlatans. Et là, ça a été Noël. C'était un grand moment, un grand moment. Quand on parle de ce qu'est la surpuissance d'un individu, là, on se dit comment peut-on, dans exactement les mêmes conditions, face à des sénateurs, dans une commission d'enquête parlementaire où on est obligé d'aller, parce que sinon vous y arrivez contraint et forcé quand vous êtes convoqué et non pas invité. Comment peut-on avoir autant d'aplomb et raconter autant de conneries? Et là, vous vous dites que le pouvoir et la surpuissance de ces individus qui sont extrêmement bien dans J'ai fait mettre le livre de Madame Irigoyen avec qui on travaille. Elle a travaillé sur le harcèlement, puis elle travaille sur l'emprise dans le couple. Donc c'est une autre manière de travailler l'emprise. Par contre, elle met beaucoup d'exemples sur les sectes et elle parle très très bien du gourou et du gourou pervers. Voilà. Donc ça, c'est un élément de réponse. Il n'y a pas de lutte possible sur Internet. Il n'y a que d'apprendre le discernement. Vaste travail, comme dirait l'autre. Vaste projet. La relation sectaire et la politique. Oui, la secte japonaise que je citais tout à l'heure dans les premières. La première, c'est Moon. Dans la foulée, c'est la Soka Gakkai. Alors, il s'avère que j'ai été invitée par l'ordre des avocats au Japon pour la commémoration des 20 ans du massacre de la secte Aum dans le métro, avec les victimes, les rescapés qui étaient présents, les associations de victimes. Bon, le Japon est sur une vision sectaire totalement. Pour eux, c'est du terrorisme. On peut comprendre, hein, parce que quand même, quand ils ont perquisitionné après le massacre du métro, en gaz sarin, il y avait de quoi tuer 1 million de personnes quand même, hein, dans un entrepôt. C'est pas une petite paille. Donc, c'est un projet politique. Ces grands mouvements sectaires qui ont compris ce qu'elle pouvait tirer de cette communautarisation d'un groupe et de la fascination que l'on pouvait exercer à travers une réinvention du bouddhisme, le bouddhisme Nichiren, ils ont très très bien compris au sortir de la guerre. Et quand vous allez à Tokyo, mais je peux vous dire que c'est l'empire de la Soka Gakkai fait l'équivalent d'un demi quartier de Paris en termes de. Il y a au moins 5 buildings différents de réception, un pour les femmes, un pour les jeunes étrangers, un pour les jeunes locaux, un pour ceci, un pour cela. Il y a des boutiques tout poil. Il y a la maison du gourou qui est la maison témoin, mais dans laquelle il n'a jamais foutu les pieds, c'est un pavillon témoin, voilà. Mais il y a 2 gardes devant. Il y a un parti politique
qui avait 32 députés, mais qui en a perdu aux dernières élections législatives au Japon, qui ne se décrit pas comme un parti d'extrême droite, parce que on peut pas, encore une fois, l'extrême droite au Japon, c'est un sujet que je me suis pas permis d'aborder. Donc, on n'est pas sur la même lecture des partis politiques non plus, la gauche, la droite. Ils ont 3 communistes qui restent au Parlement. Alors, c'est vous dire sur à peu près l'équivalent parlementaire, 500 parlementaires. Donc, c'est très compliqué. On peut pas faire d'amalgame. Ils ont un parti politique qui a amené des députés au pouvoir, et ils ont un journal. Et quand vous voyez le journal, c'est l'équivalent du bâtiment du Monde à Paris, hein. C'est pas des trucs peanuts. Donc, on est véritablement sur ce qui nous amène à dire et revenir, pour retomber sur mes pattes sur le sujet de la laïcité, les mouvements sectaires, qu'ils soient un groupe de 20 ou qu'ils soient 130 000, sont des mouvements totalitaires. En quoi ils sont totalitaires? C'est que une seule personne détient en ses mains les 3 pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et c'est en ça que ça ne peut pas, c'est en ça qu'il a été légitime pour le coup de lutter. C'est que on ne peut pas, dans un état de droit, laisser des entités s'installer avec un droit spécifique, avec une régulation de la justice. Quand les témoins de Jéhovah, quand vous êtes au tribunal, que la petite fille, elle s'est fait violer à 11 ans parce qu'elle était en train de vous faire suer le dimanche avec un prédicateur, il faisait un peu chaud, le mec il s'est emballé, il l'a violée. La jeune femme qui avait 24 ans à la barre, qui était sortie des témoins de Jéhovah, donc totalement blacklistée par sa famille, hein. Plus personne. Son père était présent, mais était présent du côté des témoins de Jéhovah, pas du côté de la jeune femme. Elle était infirmière, elle était mariée, elle avait des enfants, et elle voulait qu'on reconnaisse qu'elle avait été violée. Quand le président demande, mais comment ça se fait, madame, que vous n'avez pas été porté plainte? Elle lui dit, mais moi, je suis allée voir les anciens et ils ont donné une punition à ce garçon. Et le fin du fin, c'est la tête du magistrat. Ça vaut toujours son pesant de cacahuètes. C'est quand au dernier moment, il dit à la personne, cette jeune fille, elle vous était promise. Alors vous imaginez, je sais bien qu'en Turquie on est en train d'y arriver, mais vous imaginez en France qu'un président de tribunal demande à un mec si une gamine de 11 ans lui était promise. On a l'impression qu'on est reparti au Moyen-Âge. Mais c'était fait sciemment, hein. Le monsieur dit non, pas du tout. Il dit mais qu'est-ce que vous regrettez? Et plutôt que de donner les excuses ultimes qui sont la seule réparation qu'une victime a envie d'entendre, la peine, la réparation financière, etc., globalement c'est souvent annexe. La seule chose que les gens veulent, c'est qu'on leur dise voilà, je t'ai fait du mal et je m'en excuse. C'est pour ça qu'ils vont au tribunal. Et la seule réponse qu'il a eue, c'était, sans la regarder, cette jeune femme, il a répondu, la seule chose que je regrette, c'est que chez les témoins de Jéhovah, on n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel avant d'être marié. Voilà ce qu'est un mouvement sectaire. Je peux vous dire que la tête du magistrat, à ce moment-là, se décompose et que, globalement, il a aussi compris ce qu'était un mouvement sectaire. Hein. Bon, là, faites bien attention à l'actualité parce qu'il y a 4000 procès en Australie sur des viols par des témoins de Jéhovah. Ça a gagné l'Amérique. Alors ça passe de l'Australie qui remonte à ses origines, qui va aux États-Unis. C'est en train d'arriver en Angleterre. Dans les 2 ans qui arrivent, il y a des victimes de témoins de Jéhovah qui vont s'autoriser à porter plainte. Donc ça va enfin peut-être briser cette image de gens qui sont bien gentils et dont j'ai coutume de dire non seulement ils viennent vous faire chier le dimanche, encore faut-il qu'ils restent polis et qu'ils ne mordent pas. Voilà. Sur la politique, sur le totalitarisme, c'est fait. Sur la politique, je crois que la République, elle est partagée en deux factions. C'est très compliqué en ce moment. Il y a d'un côté les républicains, de droite et de gauche, et de l'autre côté les libéraux, de droite et de gauche. Et en fonction que l'on est républicain ou qu'on est libéral, au sens à la fois philosophique et politique du terme,
on n'a pas le même regard sur le phénomène sectaire. Parce que les uns vont défendre la notion d'état de droit, la laïcité, le fait de la réparation, etc. Les autres vont être dans une... Je ne veux pas dire complaisance parce que c'est péjoratif. On ne peut pas, si quelqu'un a envie d'être un libéral, il a le droit d'être libéral. Mais la loi est faite pour protéger les plus faibles. Enfin, je sais pas, moi, j'ai eu l'impression d'essayer de travailler à ça, parce que les forts s'en sortent quand même, ont toujours plus les moyens de s'en sortir, et la loi est faite pour protéger les plus faibles. Or, quand on est libéraux, on dit que tout le monde est à égalité devant ce qui arrive dans la vie et devant les moyens de défense. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Le rôle d'un État de droit, c'est de protéger les plus faibles. Et c'est le rôle de la loi. L'Opus Dei. Alors l'Opus Dei, on en parle. De toute façon, comme la question allait arriver, je préfère la devancer sur l'Opus Dei. Donc oui, l'Opus Dei. Le rapport de force est totalement inégal. On essaye de rester quand même relativement discret. C'est pas la peine de se mettre avec les moyens qu'on a, c'est pas la peine de se mettre dans les difficultés inutilement. Il y a eu des procès. Il y a eu des procès sur travail dissimulé ou travail ou exploitation de personnes. Excusez-moi, le terme juridique m'échappe totalement. Il y a eu des procès parce que sur le phénomène sectaire, jamais personne n'est condamné parce qu'il est membre de la Sciento ou membre de Témoins de Jéhovah ou psychothérapeute jungien. Il est condamné parce qu'il a commis un délit. Donc l'Opus Dei commettait des délits récurrents à travers un lycée, dans un lycée technique. Comme le rapport qui n'est pas loin d'ici, comme le rapport de force est inégal, on lève le pied. Et pour reciter Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Mais c'est un mouvement sectaire. Par exemple, lorsqu'il propose des logements aux étudiants en Angleterre, un parent est catholique. Une organisation catholique qui ne porte pas ce nom-là, qui se dissimule derrière autre chose, va dire, écoutez, moi à Londres, j'ai un bâtiment avec des chambres, votre enfant... qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que votre enfant va être encadré, il sera pas livré à la débauche londonienne, donc vous dites oui. Et c'est à l'intérieur de ces bâtiments-là que petit à petit, on exerce une forme d'emprise qui a pour objectif, dont l'intentionnalité est de faire des numéraires de l'Opus Dei. Hein, c'est-à-dire que c'est une machine à fabriquer des numéraires, qui vont être au service de l'organisation. Si ça, c'est pas une dissimulation du consentement éclairé pour les parents, si ça n'est pas une technique de séduction pour essayer de reconstruire quelqu'un et de l'amener dans la fragilité qui est celle d'un étudiant coupé de ses parents, eh ben moi je veux bien qu'on m'explique en quoi on n'est pas dans un critère sectaire. 3 autres questions? Bonjour. Vous parliez de la déradicalisation et Daesh et tout ça. Et en fait, c'était exactement la démarche que vous m'avez dite quand j'ai vu comment ils recrutaient. Je me suis dit, ça me fait penser à ce qu'on nous disait dans les années 90, quand on était jeunes ados ou jeunes adultes. On parlait des préventions sur les sectes, avec les phénomènes d'emprise, leur façon de recruter, de déconstruire l'individu, de le couper de son environnement, la violence en plus. Et en fait, trouvez-vous que la prévention de ces mécanismes est suffisamment expliquée en milieu scolaire ou alors inexistante? Et quid du retour à la normale avant qu'il ne soit trop tard, avec une prise en charge de désendoctrinement, comme il existait auparavant pour les sectes? Parce qu'il y a une époque, oui, c'est bon, c'est parce que je pédale, je mets 3 mots-clés, d'accord, mais il faut quand même que... Oui, très bien. Bonjour madame. Vraiment, je pense que la radicalisation, comme vous, est de tout ordre. C'est l'objet d'une forme de harcèlement sur un individu faible, donc qui a perdu confiance en lui. Vous parliez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de lutte possible sur Internet.
Mais quand on voit qu'il y a des hommes qui utilisent, ils n'ont pas informé évidemment, mais nous, qui utilisent le darknet, quand on sait qu'il y a quand même la police qui peut être capable, qui est capable et qui a en fait beaucoup de moyens, qui est capable de... Elle a connaissance de ce darknet, de tout ça. Pensez-vous que le gouvernement donne tous les moyens possibles? Voilà, merci. Oui, madame, depuis un certain temps. Là, madame devant. Devant, non. Vous avez fait allusion aux Mormons. Est-ce que c'est une secte, une religion? Parce que c'est bien eux qu'on appelle l'Église des Saints des derniers jours. Ils sont installés à Troyes, ils ont une église très impressionnante, M. Bus, toujours dans la guerre. Alors ils font surtout du prosélytisme religieux. Je les ai eu à ma porte, ils ont sonné, je pour leur avoir dit que j'étais athée, ils ont insisté, très poliment d'ailleurs. Il y avait deux messieurs bien mis. Oui. Alors j'ai l'impression que c'est surtout quand même religieux, enfin l'affirme en tout cas. Je ne sais pas si par ailleurs ils ont un comportement certain. C'est bon. Sur les trois questions. Sur les Mormons, qu'ils soient à la limite, quel que soit le support, qu'ils soient secte ou religion, qu'ils soient association cultuelle au titre de la loi de 1905, ou qu'ils soient, ce qu'ils doivent être, ou qu'ils soient association de loi de 1901, en effet, c'est ce qu'ils vont mettre en place vis-à-vis des individus. Le prosélytisme accru, le public qui est visé dans ce prosélytisme, et à l'intérieur de la communauté, vous par exemple, si vous tapez à l'église des Mormons, vous ne rentrerez pas. Hein? Oui, mais enfin, je vous signale quand même que la loi de 1905 dit que tous les exercices de culte des associations de loi 1905 sont publics. Hein? Donc, à la limite, on peut pousser la porte et rentrer. Il y a quand même... L'État est neutre face à la religion, c'est-à-dire qu'il n'en juge, il n'en priorise aucune, mais il a quand même mis dans la loi quelques moyens de régulation. Déjà, il faut déposer des statuts, il faut être dans le cadre des statuts, il faut se rendre ses comptes tous les ans à la préfecture, enfin son grand livre de comptes, et quelques broutilles comme ça administratives. L'État est resté sur un truc administratif. Les Mormons, ils ont beau jeu parce qu'ils n'ont pas été répertoriés dans le rapport de 1995. Or, ce rapport, c'était la première fois où on faisait un rapport. Les Belges étaient en train de faire le leur en même temps. Les Belges, les Wallons. Donc, on a fait une commission d'enquête parlementaire, c'est une photo de l'état de la société à un moment donné. Si aujourd'hui on travaille sur l'euthanasie, dans 10 ans, le rapport d'enquête parlementaire sur l'euthanasie d'aujourd'hui, je ne sais pas où on en sera, mais il vaudra plus rien. C'est une photo de l'histoire. L'enquête de 95, c'est pareil, il y avait 175 mouvements. Ceux qui ne sont pas dedans disent « Ah, je suis pas une secte », mais ils jouent sur cette ambiguïté. On s'en fout qu'ils soient une secte ou pas, qu'ils soient un groupuscule, une organisation, une association. Le problème est pas là. Le problème est, quel que soit le support sur lequel ils sont assis, ils ne doivent pas traverser le rail de ce qui est la loi ou pas. Et sur les Mormons, le fonctionnement interne, la position par rapport aux femmes, ce que subissent les femmes à l'intérieur. Enfin, vous savez que la mormone moyenne, quand même, alors c'est assez habile, parce que on glose sur le foulard parce qu'il est visible, mais la mormone, elle est obligée de se payer son t-shirt et son bermuda en dessous pour que aucun de ses vêtements n'ait contact avec la peau. C'est la fille que vous voyez dans la rue, la femme actuelle, sauf que c'est bien plus fufute de ne pas le montrer. Donc, il y a, par rapport aux femmes, il y a des critères de rupture, enfin, aux femmes et aux autres. Par rapport à la loi, ils sont pas dans le cadre de la loi, mais semble-t-il,
l'impact financier qu'il représente et autres, le maire du Chesnay vient quand même dans l'aliment du parc du château de Versailles de les autoriser à construire un temple qui a vocation à réunir les Mormons d'Europe. Hein, c'est purement scandaleux. Hein. Mais à ce jour, ils n'ont jamais été topés sur rien. Mais moi, je les considère comme un mouvement sectaire. Le Mormon, c'est un témoin de Jéhovah. Voilà. Enfin, c'est toute cette mouvance fondamentaliste chrétienne. Madame disait quelque chose de très juste tout à l'heure. La radicalisation, elle n'est pas qu'islamique. Hein. Ce qui caractérise les radicaux sont fondamentalistes. La différence, c'est que le radicalisme inclut la notion de violence. Hein. Mais tous ces gens-là sont des fondamentalistes. C'est le texte, rien que le texte. Et alors, allez me dire quel est le vrai texte, et qui l'a écrit surtout. Donc, on est dans un truc qui... Et c'est pour ça que c'est pas la peine de travailler avec des religieux, qu'ils soient imams ou autres. Ça donne un éclairage historique, ça donne un éclairage théologique, éventuellement. Mais à partir du moment où, de toute manière, la place de celui qui va être face à même un imam ou un curé lambda, le bon curé sympathique, bon, qui fait sa pratique en curé classique, quoi. Allez lui dire qu'il va vous ramener au texte et vous lui dire, ah, pas tort, halte là, camarade, c'est pas le bon texte, ce que tu me lis. Donc globalement, ça sert à rien de discuter parce qu'il y aura toujours une opposition sur savoir ce qui est le bon texte, pas le bon texte et autres. Et aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? La radicalisation, elle ne se fait pas majoritairement dans les mosquées, pour la bonne raison que comme la mise en place de l'influence, de l'emprise sectaire et de dire que la République c'est nul et que l'État c'est nul, etc. Quand l'imam du coin, il essaye de faire son job en ramenant, en disant, mais attendez, on est quand même musulmans, d'accord, mais on est des citoyens de la communauté française, de la nation, à des gens qui sont là des fois depuis 60 ans, hein, il se fait voler dans les plumes par des jeunes merdeux qui savent pas lire l'arabe, et qui lui dit, mais attendez, c'est pas le texte, et toi t'es un renégat au service de l'Occident et tout. Donc la discussion, il n'y a pas de discussion possible. C'est un des principes de la radicalisation. Voilà, bon, pour les Mormons, pour moi, oui. Pour moi, il y a des critères sectaires, mais personne ne bronche. Sur la prévention dans l'éducation nationale, oui, il y a la prévention en général. Je vous signale quand même que les premiers articles sur la radicalisation sont des articles du Monde à la suite des tours aux États-Unis. Les premiers articles de Roy et de Keppel dans le Monde, c'est 2004. Bon, entre 2004 et Toulouse et l'affaire Mera, il s'est pas passé grand-chose sur la visualisation. C'est exactement comme le phénomène sectaire, c'est-à-dire que lorsque on peut sentir une tendance, les sociologues, les historiens, les politiques sentent une tendance, tant qu'il n'y a pas un fait majeur qui va mettre la tendance, les auteurs, le public, la presse et les politiques, il n'y a pas de phénomène de société. Il a fallu attendre Toulouse pour qu'on commence puis après c'est l'accélération de la violence qui nous sidère. Il a fallu attendre ça. Donc on ne peut pas demander à l'État aujourd'hui de mettre en place sur l'ensemble du territoire, partout où il faudrait, la prévention, parce que en plus c'est un phénomène qui n'est pas... Moi, je pense que c'est une instrumentalisation de la religion dans le sens fondamentaliste du terme, avec cette notion de violence en plus. Ça se passe en plein conflit du Moyen-Orient, dans une situation politique inextricable. Il y a une guerre dans différents pays, dont quand même des exactions en Afrique et au Moyen-Orient
et au Yémen, parce que personne ne parle plus du Yémen, mais enfin globalement c'est pas sympa en ce moment la vie au Yémen. Hein. Et il y a l'aspect économique. Hein, qui c'est qui protège le gazéoduc là qui traverse hein, ça tout le monde alors là un gazéoduc. Pourtant on peut aussi penser il n'y a jamais eu de guerre sans qu'il y ait des intentionnalités économiques. Hein. La guerre ça sert à faire marcher le pognon et ça sert à récupérer là en l'occurrence le passage des matières premières. Alors pas que mais c'est quand même un axe qui me paraît assez important à voir. Donc, en matière de prévention, aujourd'hui, on est à l'aube de la prévention. Alors, il y a eu des effets de manche gouvernementaux. Ils ont mis 8 millions cash sur le tapis vert, là, et puis ils se sont aperçus très très vite qu'il y avait des tas de gens qui commençaient à travailler là-dessus, qui étaient un peu bizarres. Si on prend par exemple la grande association de Bordeaux, Capri, alors dans Capri, il y a des psychologues, c'est pluridisciplinaire, c'est assez intelligemment, puis il y a l'imam. Alors lui, il vient faire des conférences, alors il vous parle comme si vous étiez un débile mental, avec des mots très savants, parce qu'il montre qu'il a fait des études, c'est bien, mais bon, globalement, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais et quand vous reprenez des vidéos de ce qu'il disait il y a 5 ans, il est sur des propos antisémites, donc vous n'imaginez. Bon, à mon avis, Dieudonné rougirait. Donc, c'est vous dire. On est sur un phénomène complexe, avec très peu de recul pour l'analyse, avec une sidération psychologique parce qu'on a été touché profondément les uns et les autres par majoritairement Charlie en premier et le Bataclan en second, parce que c'était l'accumulation qui fait que ça... Et donc on est dans un truc où il n'y a pas de réponse en plus, mécanique, il n'y a pas de recette. Donc en matière de prévention, chacun sur le terrain prend un angle d'attaque qui lui paraît le plus juste, sans empiéter sur l'angle d'attaque de son voisin et en travaillant en pluridisciplinarité. Je crois que c'est la solution. Alors, ma chapelle à moi me dit que moi je travaille pas avec les religieux. Hein, même dans les auditions, quand j'ai fait la loi, je n'ai pas travaillé avec les religieux. Ça n'est pas du rôle du Parlement de travailler avec les religieux. Le parlementaire travaille avec la société civile. La religion, elle a un avis, elle la donne dans le cadre où elle donne son avis. Mais je suis un peu peut-être bas de plafond sur ce sujet-là. Hein. Je suis encore de l'école ni croix, ni voile, ni kippa, donc vous voyez ce que je souffre en ce moment. Donc voilà. Donc si vous voulez la réponse, c'est que oui, il se passe des trucs à l'éduc. Oui, il y a des référents rectoraux au rectorat. Oui, sur la laïcité, sur la citoyenneté, et c'est à l'intérieur de ces séances de travail que l'on peut faire un travail de sensibilisation. Mais ça se passe. Alors l'action du gouvernement sur... j'ai répondu à monsieur qui me demandait ce que nous faisions sur Internet. Je lui ai dit, nous, à 6, on fait rien. Je n'ai pas dit que le gouvernement, ni la police, ni la gendarmerie ne faisaient rien. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. J'ai répondu pour l'UNADFI, je n'ai pas répondu pour... Alors oui, il y a un travail, depuis qu'il y a eu un travail sur le Minitel, sur la pédophilie, etc., il y a un vrai travail en profondeur de surveillance des sites Internet. Mais vous imaginez bien que le particulier, le darknet, et le dark web, c'est quand même quelque chose, d'autant qu'il y a des sous-strates à l'intérieur de tout ça, qui sont... c'est un métier de professionnel, hein, c'est pas notre rôle. Hein? Même plus. Oui, mais ça m'étonne pas. Et puis, je crois que dans l'action publique, ce qui fait la force de l'action publique, c'est quand chacun intervient pour ce qu'il est, pas plus, pas moins. C'est-à-dire que quand on ne sait plus faire, nous, dans l'accompagnement des victimes, qu'elles soient de la radicalisation ou qu'elles soient autres, quand on ne sait plus faire, on passe le relais à quelqu'un qui a la compétence professionnelle pour le faire. Les associations de terrain, elles font l'accueil, l'écoute, le diagnostic, l'accompagnement à la mesure de leurs moyens. Après, on a un réseau, on est en cellule préfectorale, on a totalement un réseau qui nous permet, on a des psychologues, on a des psychiatres qui sont
qui sont des fois à Paris, mais à qui l'on peut joindre, des avocats, etc. Mais je crois que la force de l'action publique et la force de l'action même privée, puisque le monde associatif c'est privé, c'est de faire là où il sait faire et pas plus. Parce que ça serait totalement non respectueux par rapport aux victimes de les emmener dans des aventures aléatoires. Il faut, les gens, ils en ont déjà fait plein la tête. Au bout de 5-6 ans, ils viennent vous dire, bon ben voilà, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais plein de bonne volonté, et voilà. Si en plus vous les emmenez dans des aventures aléatoires, vous renforcez, j'allais dire, vous en faites une victime à l'infini. Voilà. On va peut-être poser une dernière question, parce qu'il est tard. Alors une qui en fait 3. Non, moi je voudrais signaler aussi des dérives à l'intérieur même des associations de défense, des associations qui luttent contre les sectes. Bah, mais personne n'est parfait. Non, je parle pas de toi. Je parle de... Je te le conseille vivement d'ailleurs. Départemental Aquitaine du CCMM, qui a été condamné parce que lui, par rapport à la déradicalisation, etc., il pratiquait l'exfiltration, c'est-à-dire qu'il kidnappait les personnes, enfin, à la demande des familles. Hein. C'est l'article. Non, c'est une confusion totale. Premièrement, en public, le CCMM s'est créé 5 ans après la première ADFI. C'est le Centre contre les manipulations mentales, et c'est Roger Icor, dont le fils s'est suicidé à la suite de régime macrobiotique, qui a amené son père, du fait de sa qualité de prix Goncourt, à monter l'association. Le CCMM n'a pas été condamné, l'avocat n'a pas été condamné, l'avocat a été... Le barreau lui a demandé de rembourser, j'allais dire un patient, mais un client, parce que les frais d'honoraires étaient trop élevés. Donc je crois qu'il ne faut pas incriminer une association en disant qu'elles sont en dérive, parce que c'est faux. Deuxièmement, il faut être juste sur ce que l'on dit et sur les faits qui sont reprochés. Et 3, sur la notion d'exfiltration, c'était en effet parce que ces gens-là voulaient que ce cabinet d'avocats va chercher des victimes sectaires dans les sectes. Nous, on est contre. Moi, je suis totalement opposée à cette truc-là, parce que quand vous voyez qu'une famille corse va chercher son gamin qui est majeur dans une secte, et ben vous savez comment ça s'appelle pour la justice? Ben ça s'appelle un enlèvement quand même, parce que vous ne pouvez pas contraindre une personne à quitter le lieu quand elle est majeure là où elle est, sauf à montrer qu'elle est en situation d'un danger. Donc, cet avocat a une théorie. Tout à l'heure, j'ai pas répondu l'endoctrinement avant des sectes avant. Il y a eu dans les années 80 et aux États-Unis et un tout petit peu en Allemagne, il y a eu des expériences d'exfiltration de gens, mais nous étions aux États-Unis et dans les années 80. Cet avocat qui n'est plus président du CCMM a monté des opérations, dont une qui est celle des reclus de Montflanquin, qui a marché, mais pour autant il y a une très très grosse prise de risque, et en aucun cas nous on ne rentre